Merci à la Société française de physique et merci à l'Université de Toulon de m'accueillir dans ces locaux. Merci à vous d'être venus nombreux à cette conférence, que j'espère que ça va être un moment partagé de plaisir scientifique. Et bon, c'est toujours un peu compliqué d'aborder des sujets scientifiques en se disant comment on va les tourner pour plaire à tout le public. Parmi vous, il y a sans doute des physiciens chevronnés et d'autres qui sont des simples, ce n'est pas péjoratif, des curieux de la science qui veulent savoir un peu plus. Et donc, bon, je demande déjà aux uns et aux autres de pardonner que j'ai fait des incursions très petites et très faibles parfois dans des domaines un petit peu pointus, mais je vais rester très général pour que ce soit abordable pour tous, que ce soit plutôt un plaisir, un moment de plaisir partagé. Donc, la lumière pour voyager au cœur des planètes, c'est le titre de cette conférence. Et tout d'abord, qu'est-ce que c'est la lumière? On sait tous, c'est des ondes, et même je dirais aujourd'hui, même un jeune enfant, un collégien de 10 ans, il voit ces symboles-là, il dit, bah, ça c'est des ondes qui vont associer au Wi-Fi. Alors, qu'est-ce que c'est? Pour nous, les physiciens, le Wi-Fi, c'est de la lumière. Et ça peut étonner peut-être à ceux qui ne sont pas physiciens. Et pourquoi? En fait, pour nous, les ondes, c'est des ondes. La lumière, c'est des ondes électromagnétiques. Quand on dit électromagnétique, ça semble un peu compliqué, effectivement. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui oscille. Et ça, on le voit déjà dans les symboles, dans le Wi-Fi, il y a quelque chose qui varie. Et c'est une oscillation périodique. Et cette oscillation périodique, c'est celle d'un champ électrique. Et aussi, il y a en même temps un champ magnétique. Mais oublions ça, bon, c'est quelque chose qui oscille et que c'est un champ électromagnétique. Bon, ça a beaucoup d'importance pour un physicien, mais non pas besoin d'aller plus loin. Ce qui est caractéristique, c'est ce qu'on appelle la longueur d'onde, la périodicité, la distance avec laquelle on retrouve la même chose dans cette oscillation. Et c'est là où on voit que, en fait, on peut définir une longueur d'onde. Excusez-moi, j'ai gardé ici la notation en anglais. Et ici, c'est des distances, la valeur de cette longueur d'onde en micromètres. Et on voit ici des différents types de lumière que les physiciens vont appeler des ondes radio, infrarouges, de la lumière visible, celle que, on va dire, tous les jours on appelle la lumière, et que vous voyez qui occupe une petite fraction de ce que pour un physicien est la lumière. Donc il y a la plupart de la lumière du physicien est une lumière invisible, et qui va jusqu'au rayon gamma, rayon X. Et le Wi-Fi, c'est juste un domaine particulier qui correspond à une longueur d'onde d'environ 10 cm, que c'est celle aussi des ondes produites par les fours à micro-ondes, qui est aussi également pour nous de la lumière, des rayonnements électromagnétiques. Donc c'est la lumière dans un sens large. Alors, la lumière, c'est ce qui nous sert à observer. Et encore là, pour les physiciens, et ça va au-delà de l'observation dans les domaines visibles. Bien sûr, on va pouvoir observer le monde à toutes ces échelles avec la lumière. On va pouvoir faire interagir la lumière avec les atomes et avoir des informations qui nous permettront de connaître vraiment la structure de la matière. On peut utiliser de la lumière infrarouge, des rayons X, pour étudier l'arrangement entre les atomes et comprendre des structures comme celle de la structure de l'IS de l'ADN, ou on peut utiliser la lumière visible ou ultraviolette ou infrarouge pour étudier les cellules. On peut se voir avec la lumière visible, on peut regarder les planètes avec la lumière visible, mais on peut observer aussi l'espace avec des rayons X, des rayonnements infrarouges. Donc on a toute cette gamme de longueurs d'onde disponibles pour pouvoir étudier la lumière. Bon, dans cette conférence, je vais vous parler de l'observation des planètes, et en particulier de l'observation du cœur des planètes, de l'intérieur des planètes. Et donc, se pose la question de savoir comment observer l'intérieur et quelle lumière utiliser. Alors, on peut prendre les voisins de ces planètes dans cette image, que c'est l'être humain, pour essayer de s'inspirer et trouver des idées pour étudier avec de la lumière, avec du rayonnement électromagnétique de l'intérieur. Donc, comme on observe l'intérieur déjà des êtres humains, ça, on a une certaine familiarité avec toutes ces images.
On peut faire la radiographie, utiliser des rayons X. On peut utiliser l'imagerie à résonance magnétique nucléaire, donc on excite avec un champ magnétique des oscillations d'atomes à l'intérieur du cerveau ici. On peut utiliser aussi les ultrasons pour faire donc des images comme celle-ci, où on peut aller voir à l'intérieur. Et là, c'est un peu plus invasif, on peut faire entrer une caméra dans l'organisme pour regarder certaines zones, ou également, on peut prélever aussi de l'organisme pour comprendre comment il fonctionne. Par exemple, une prise de sang, ça va nous parler de l'intérieur de l'être humain. Alors, est-ce qu'on peut s'inspirer de ça pour observer l'intérieur de la Terre? Bon, pour observer l'intérieur de la Terre, il y a déjà plusieurs schémas qui sont analogues. Les prélèvements, oui, ils sont faits. Ici, vous avez un timbre russe qui rend hommage au forage le plus profond qu'a fait l'être humain, que c'est le forage de Kola. Et vous voyez, c'est 12,3 km de profondeur. Ça semble vraiment important, mais en fait, à l'échelle de la Terre, c'est rien. C'est comme si on prenait une pomme et ce qu'on a creusé, c'est juste la peau. Vraiment une couche super fine. On n'a même pas été capable de traverser la croûte. On est resté dans la croûte terrestre. Bon, mais ça peut donner des informations. On prélève des échantillons qui peuvent être très vieux, de plusieurs millions d'années. Ou on peut espérer qu'en fait, c'est sur la Terre même qu'elle nous donne des échantillons même des plus profonds. Et c'est ce qu'ils font les volcans. Les volcans, ils nous amènent de la matière qui se trouve à l'intérieur et qui nous apprend quelle est la composition de la Terre, en tout cas jusqu'à une certaine profondeur. Après, on a d'autres techniques, et c'est ce qui est représenté ici, c'est des ondes qui ne sont pas électromagnétiques cette fois-ci, mais c'est des ondes sonores. C'est les ondes sismiques. Quand il se produit un tremblement quelque part dans la planète, ces ondes vont se propager et on va pouvoir les mesurer d'un côté dans l'autre, et ça va nous donner des informations sur l'intérieur de la Terre. On verra ça un peu plus tard. Il y a un autre schéma qui est une sorte de prélèvement également, que c'est d'aller voir dans certains météorites, qu'on appelle les chondrites, que c'est des météorites représentatifs, on va dire, qui sont formés, qui contiennent de la matière comme elle était au début de la formation du système solaire et qui nous arrivent après sur la Terre et qui vont nous parler de la composition de la Terre et en général du système solaire. Donc ces chondrites, c'est aussi une information pour comprendre comment elle est composée la Terre. Alors, en fait, c'est ce que nous, on voudrait, c'est aller voir l'intérieur. Dans le cas des êtres humains, les dissections, ils sont permis vraiment d'aller voir tous les détails. Mais malheureusement, on a vu, on ne peut pas faire une dissection de la Terre à 13 km et demi, ou 12 km et demi, je ne me souviens plus. On n'arrive pas à aller plus loin. Donc, on ne peut pas aller voir directement. Alors, est-ce qu'on n'a pas une alternative? Donc, c'est l'idée de cet exposé, d'aller faire une dissection de la Terre ou d'autres planètes. Comment voyager au centre de la Terre? En fait, on va les faire en simulant la Terre au laboratoire. Alors, vaste chantier. On va faire une petite découpe de la Terre déjà avec des informations qu'on connaît et qu'on discutera plus tard comment on les obtient. On connaît que la Terre elle est faite de différentes couches, mais là où je vais attirer l'attention, c'est sur les valeurs qui sont inscrites ici, c'est la pression. Et vous voyez qu'au centre de la Terre, il règne une pression d'autour de 350 gigapascales. Alors, vous me direz, qu'est-ce que ça représente une telle pression de 350 gigapascales? Pour vous donner une idée, prenons un cas simple qui est les poids d'un Airbus 380 et vous mettez tous ces poids sur le bout d'un doigt. Ça, c'est une force par unité de surface, une surface qui est très petite, un poids qui est très élevé. Ça représente une pression de 50 gigapascales. Ce n'est pas suffisant, il faut encore un peu plus pour arriver aux 350 gigapascales. Donc il nous faudrait, pour pouvoir reproduire les conditions de la Terre au laboratoire, un outil qui soit capable de produire de telles pressions, même plus élevées. Et en fait, on l'a, cet outil. Il est tout simple. Il s'appelle
la cellule enclume de diamants. Et cet outil, permet de créer des pressions jusqu'à 500 gigapascales, c'est-à-dire même plus de 5 Airbus 380 sur même 10. Là j'étais un peu conservateur, mais on peut aller jusqu'à 10 Airbus 380 sur le bout d'un doigt. Alors comment on fait ça? On utilise des diamants, 2 diamants, face à face, et on va appliquer sur un côté du diamant et l'autre une force. Pourquoi des diamants? Parce que c'est le plus dur, et c'est là où on pourra concentrer le maximum de force dans une plus petite surface. Donc ici, en fait, ce qui est caractéristique, c'est que cette pointe, elle va être d'une toute petite taille. Elle va être de l'ordre de 0,1 mm. Et c'est là où on va placer les échantillons avec une composition qui vont être lesquelles, bon, celles qu'on suspecte qu'il y a à l'intérieur de la Terre grâce aux chondrites, ces météorites, au forage, et grâce aussi aux explosions volcaniques. Ils nous ont donné des idées sur la composition et on va essayer de les simuler au laboratoire. Donc voilà un petit peu comment voyager au centre de la Terre, même au-delà, au laboratoire. Alors plus en détail, en fait, c'est un instrument qui tient dans la paume d'une main. Il est vraiment très simple. En voici un exemplaire. Et en fait, au centre de ces dispositifs, où on va pouvoir appliquer une force, par exemple, simplement en tournant des vis, on retrouve ces 2 diamants avec un petit joint métallique, simplement parce que si on mettait l'échantillon entre les 2 diamants et on poussait, il partirait dans tous les côtés, on ne pourrait rien voir. Donc en fait, on doit les confiner. Et donc on met un petit joint métallique, un petit trou juste au centre. Et si maintenant on regarde à travers les diamants, dans ces trous, on trouverait par exemple quelque chose comme ça. Donc un trou avec 0,1 mm de diamètre. Donc il faut le regarder avec un microscope pour voir ça. Et un échantillon qui ici, c'est par exemple un petit cristal, peut-être représentatif de ce qu'on peut trouver au centre de la Terre ou de notre planète. Et en plus, on va mettre ici, ce que vous voyez ici, c'est un petit cristal de quelques micromètres de rubis. Et le rubis, on le met simplement parce que sa couleur change avec la pression. Ça nous permet de mesurer à l'intérieur de cette cellule de diamant quelle est la pression. Donc voilà un instrument qui va nous permettre d'étudier la matière qui se trouve au centre de la Terre ou d'autres planètes. Alors, petit inconvénient quand même, si on veut atteindre de si hautes pressions, vous voyez la taille des cristallites qui vont se trouver là et qu'on veut explorer, ils font que quelques micromètres. Et c'est là où il va nous falloir une lumière un peu particulière pour pouvoir étudier ces cristaux. Alors, si on veut voir la matière sous pression à l'intérieur entre ces 2 diamants, il va falloir qu'on amène une lumière à travers les diamants, donc il faut que les diamants soient transparents pour cette lumière, et qu'après, on l'étudie par différentes méthodes physiques. Pour les physiciens, il y a par exemple la diffraction, la spectroscopie d'absorption de rayons X, il y a différentes techniques qui vont nous parler de vraiment ce qu'on veut savoir, c'est comment les atomes, à l'intérieur de l'échantillon, s'arrangent et s'ordonnent, ils changent leurs propriétés en fonction de la pression, parce que c'est ça qui va nous expliquer comment elle est composée et formée la Terre, ou une autre planète. Donc il nous faut une lumière qui soit capable d'arriver là et nous donner des informations. Et cette lumière, en général, celle qui fonctionne le mieux pour nous dire où sont les atomes, c'est les rayons X. Mais vous voyez que l'échantillon il fait que quelques micromètres. Si vous prenez des sources de rayons X qu'on connaît, celles qu'on utilise pour faire une radiographie, en fait, ils ne sont pas assez puissantes. Il nous faut quelque chose de plus. Et c'est là où intervient les rayonnements synchrotrons. Les rayonnements synchrotrons, c'est des rayons X, mais produits avec une brillance qui est énorme, 10 ordres de grandeur supérieure de celle produite par exemple par un tube de rayons X utilisé en imagerie médicale. Donc, où on va trouver comment on va fabriquer ces rayonnements synchrotrons? On va les fabriquer dans des accélérateurs de particules comme celui-là. C'est un synchrotron que vous trouverez à Grenoble, c'est les synchrotrons européens.
Ou il y a aussi des sources naturelles de rayonnement synchrotron, comme par exemple dans la nébuleuse du Crabe, où il y a un pulsar, une étoile de neutrons qui émet des rayonnements synchrotron, les rayons X, et qui est, je pense, il me semble, la source la plus intense qu'on connaît des rayonnements synchrotrons. Alors, qu'est-ce que c'est ces rayonnements X aussi des particuliers? En fait, les rayonnements synchrotrons est appris, en principe, les rayonnements produits par une charge en mouvement. Et en fait, ça, c'est connu depuis les travaux de Linéar en 1898, publiés ici à la revue hebdomadaire d'électricité, avec des éditeurs bien savants comme, ici on retrouve Gabriel Lippmann ou Henri Poincaré. Et déjà à cette époque, on avait pu, à travers des équations connues, les équations de Maxwell, montrer que si une charge était accélérée, une charge électrique était accélérée, elle émet du rayonnement. Mais ça, ce n'est pas suffisant pour avoir du rayonnement synchrotron. Il faut que cette charge qui est en mouvement, il voyage à des vitesses proches de la lumière. Quand cette vitesse de la charge est proche, ici c'est 99,9999% la vitesse de la lumière, dans ces cas-là, il arrive des phénomènes qu'on connaît dans la théorie de la relativité, qui est la contraction ici des angles. Parfois, on a la contraction du temps, mais là, il s'agit d'une contraction angulaire. Et donc, les rayonnements émis par cette charge accélérée, il ne sera pas dans tous les sens, mais concentré comme un faisceau laser dans une direction. Et on pourra voir comme ça de la lumière qui peut être infrarouge, visible, rayons X, très concentré. Après, tout consiste à bien choisir comment on accélère ces charges pour avoir vraiment des rayons X très intenses produits de cette façon. Et ça, c'est ce qu'on fait dans les synchrotrons. Et on va les accélérer de la façon la plus simple, on va utiliser une accélération centripète. On va les faire tourner, ces électrons. Alors, pour faire tourner les électrons, le plus simple, c'est d'utiliser un champ magnétique. En fait, quand une charge est en mouvement, et si on applique avec des aimants comme ça un champ magnétique vertical, ça produit une force perpendiculaire, la force centripète, qui va dévier la trajectoire, et on fait tourner comme ça les électrons. Donc ici, vous avez un paquet d'électrons, il passe à travers ces aimants, et il tourne, et on peut l'enfermer dans une trajectoire circulaire. C'est comme ça qu'ils fonctionnent tous les accélérateurs, pour la plupart des accélérateurs qu'utilisent les physiciens. Donc, il s'agit de faire un accélérateur de particules. Et le premier, pour montrer que ce rayonnement synchrotron existe, a été construit en 1947. Et vous voyez, ce n'est pas une énorme machine. Hein. Et les électrons étaient accélérés à 70 mégaélectronvolts. Donc, c'était à New York, dans les laboratoires de General Electric. Donc, voici le tout premier synchrotron. Si maintenant, on veut comparer peut-être les synchrotrons européens, que c'est un des plus performants que nous avons dans le monde, à d'autres accélérateurs, j'ai mis ici les plus connus actuellement, les LHC. Donc voilà, les European Synchrotron Radiation Facility, les synchrotrons de Grenoble européens, et le LHC, vous savez ici l'image de l'un et de l'autre, ce n'est pas vraiment les mêmes tailles. Hein. LHC, ça fait 27 km de circonférence, il est enterré. Les synchrotrons européens, il fait 844 mètres, c'est quand même une belle machine. L'énergie des appareils est très différente. Ça fait 6 gigaélectronvolts pour le synchrotron européen, ce qui fait 10 puissance 9 électronvolts. Ça, c'est une unité d'énergie utilisée en physique de haute énergie. C'est 1000 fois supérieur pour le LHC. Les coûts n'est pas les mêmes. Et là, il faut préciser, ça c'est les coûts de construction, sa main-d'œuvre. Et juste mettre tous les éléments de l'anneau ensemble. Hein. Si vous voulez un coût réel de construction, il faut multiplier par 10 en gros. Donc l'LHC, ça coûtait en gros, il me semble, c'est de l'ordre de 8-9 milliards. Hein. Et le SRF, 80 millions de la machine, mais c'est de l'ordre du milliard. Donc, c'est des machines très coûteuses et qui ne servent pas du tout à la même chose. Là, il faut être clair, l'LHC, c'est ce qu'on appelle un collisionneur. Le but, c'est de faire collisionner des particules. On les accélère pour les perdre.
Et on les perd dans la collision, mais là, on étudie ce qui va se passer, c'est la physique de haute énergie, de quoi est composée la matière. Un laboratoire comme les synchrotrons, comme le CRF, sont utilisés pour produire des rayons X qui vont servir à explorer la matière. Pas seulement pour explorer le cœur des planètes, mais c'est une des activités dans les synchrotrons, c'est celle dont on va parler. Alors, comme il est fait, si on regarde un peu à l'intérieur d'un synchrotron, en fait, vous avez d'abord un canon à électrons, on chauffe un métal et ça émet des électrons, on les accélère avec des champs électriques au départ, dans un accélérateur linéaire, on les amène à un premier anneau, qui est ce qu'on appelle les boosters ou un accélérateur qui va porter leur énergie à l'énergie maximum de travail. Et après, on les met dans ce qu'on appelle l'anneau de stockage où ils vont tourner avec ces champs magnétiques qui vont leur faire émettre des rayonnements synchrotrons. Et donc, cet rayonnement est émis en forme comme un laser, tangentiellement à l'orbite, et on va installer tangentiellement donc, ce qu'on appelle les lignes de lumière. C'est comme celle-ci, et il peut en avoir une cinquantaine dans un synchrotron comme celui de Grenoble, et on va façonner à travers des éléments optiques ces faisceaux de rayons X pour faire l'expérience qu'on veut. Et quelque part, on aura une cabane protégée, avec l'échantillon qu'on veut étudier, et on va pouvoir l'opérer depuis l'extérieur, les mouvements de tous les éléments. Puisque c'est des rayons X très très puissants. Voici l'image du rayonnement synchrotron dans une ligne de lumière. Alors ce que vous voyez, je vous ai dit c'est du rayon X, ce n'est pas visible. Donc ce que vous voyez là, ce n'est pas les rayons X. C'est simplement l'air ionisé par les rayons X qui émet de la lumière. J'ai fait cette expérience parce que j'ai eu le plaisir de travailler dans la construction des synchrotrons européens pendant 4 ans, tout au début de ces synchrotrons. Je participais à la construction de lignes de lumière avec une des sources les plus intenses. Et on s'est amusé les jours où on a pu mettre les faisceaux pour la première fois à mettre une plaque métallique d'aluminium de 5 mm d'épaisseur. On l'a laissé quelques secondes et on avait un beau trou. C'est extrêmement puissant. Il y a énormément d'énergie. Donc, on peut la concentrer, cette énergie, on peut la sélectionner pour aller voir à l'intérieur de cette cellule enclume de diamant. Et ça, c'est ce qu'on fait pour explorer les centres des planètes. J'ai montré ici une graphique qui montre la brillance, c'est une échelle logarithmique ici avec des ordres de grandeur, et vous voyez les tubes de rayons X, c'est en fonction des années, qui étaient développés depuis le début du XXe siècle, même la fin du XIXe. Leur brillance, elle est 10 ordres de grandeur inférieure à celle produite par un synchrotron comme le CRF. Après, il y a d'autres sources particulières dont je ne vais pas parler ici. Alors, si on veut explorer la matière dans des conditions de centre des planètes, on envoie les rayons X du rayonnement synchrotron dans un cristal soumis à très haute pression, haute température, et on étudie les rayonnements diffusés qui va nous parler de comment les atomes sont organisés. Je ne vais pas aller dans les détails que certains d'entre vous connaissent très bien, les techniques utilisées pour faire ça. Je vais vous parler plutôt des résultats qu'on peut obtenir. Alors, parlons maintenant de l'intérieur des planètes à travers 3 exemples. Le premier, c'est l'eau. Bon, l'eau, elle est omniprésente dans la Terre, en forme de glace sur un continent entier, l'Antarctique, mais il se trouve aussi fortement présent dans des planètes et des satellites, et souvent dans des conditions extrêmes de pression. Il ne va pas se trouver tout le temps comme sur la Terre, sur la surface de la planète ou des satellites. Alors qu'est-ce que c'est l'eau? Vous connaissez bien la molécule qui a un oxygène, 2 hydrogènes partageant donc leurs électrons dans des liaisons qu'on appelle covalentes, qu'on symbolise comme ça, qu'on peut trouver dans l'état liquide, mais qu'on peut trouver aussi dans l'état cristallin en forme de glace. Donc cette glace, celle qu'on connaissons, elle peut aussi ressembler à ça. Et quand on la trouve de cette forme, c'est-à-dire comme un flocon, on voit
ça nous parle de comment les atomes, les molécules ici d'eau, s'organisent dans les réseaux de liaisons qui établissent entre elles les molécules. C'est-à-dire, on voit qu'on a toujours dans un flocon 6 branches. Et ça nous parle d'une symétrie hexagonale. Il y a quelque part d'avoir des hexagones dans l'arrangement entre les molécules d'eau. Alors, ça c'est vrai à pression ambiante. Qu'est-ce qui se passe sous pression? Si on met de l'eau dans une cellule en clume de diamant et on applique une forte pression, si on regarde à travers les diamants dans les trous qu'on a percés dans ces joints métalliques, et on arrive à voir des choses comme ça. Et vous voyez que ça, c'est une figure géométrique qui n'est pas du tout à 6 branches. Et vous avez 2 pyramides, ce n'est pas la même chose. Alors, en fait, ce n'est pas la même glace. Ce n'est pas la même glace que nous connaissons. Nous, on connaît ce qu'on appelle la glace AH, ou glace hexagonale, c'est ce qu'on trouverait ici. Et si on pouvait mettre de l'eau à une grande profondeur, en fait, ça c'est une image un peu exagérée, sous le Titanic par exemple, on aurait à très grande profondeur une glace différente qu'on appelle la glace 6. Alors pour vous montrer qu'est-ce que c'est la glace 6, on va regarder ce qui se passe dans une cellule en clume de diamant quand on applique une forte pression. Là, on a rempli les trous d'eau. C'est un trou qui fait peut-être 200 micromètres. On les regarde avec un microscope. Et on va augmenter la pression en tournant les vis, ou d'une autre façon. Et vous voyez subitement qu'il y a quelque chose qui s'est passé. En fait, on a créé plein de petites cristallites d'eau. Et maintenant, ce qu'on est en train de faire, c'est simplement baisser la pression doucement pour fondre les cristallites. Et on voit que les cristaux disparaissent, qu'il y en a de moins en moins. Et progressivement, on va pouvoir arriver, si on a la chance, parfois on se rate, à avoir un seul cristallite. Il y en a 2, et hop, on garde un, et maintenant, doucement, on augmente la pression, et on arrive à former un beau cristal avec des facettes, qui n'est pas la même glace qu'on connaît, qu'on trouve dans les frigos. Alors, pour vous montrer qu'il ne s'agit pas de la même glace, on va passer à un autre film. Pardon. Voilà ces cristals qu'on vient de former. On applique un petit peu de pression et on peut les faire grossir pour mieux observer les facettes. Et maintenant, dans quelques instants, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la cellule et on va la tourner de façon à faire tomber les cristals. Les champs de gravité, maintenant, vers les bas, dans le même sens. Cette glace, elle tombe. Et la glace hexagonale, 1H, elle flotte. Donc, ça montre que ces 2 types de glaces ne doivent pas avoir un arrangement atomique pareil, parce que celle-là est bien plus dense que la glace 1H. Et en fait, on peut utiliser les rayonnements synchrotrons dans des expériences de diffraction pour déterminer parfaitement les structures de ces différentes glaces. Et qu'est-ce qu'elle nous dit? Que si on regarde la glace AH, les espèces d'altères avec un certain angle que la molécule d'eau s'arrangent dans la glace AH, effectivement en formant des hexagones qu'on retrouve dans les flocons de neige, on retrouve reflétés dans la symétrie des flocons de neige. Par contre, la glace 6, celle qu'on trouve à haute pression, elle forme plutôt des structures carrées ou rectangulaires. Et en fait, on peut arriver, dans certaines conditions, dans les cellules en clume de diamant, à faire un flocon des glaces 6. Et vous voyez qu'il n'a pas 6 branches. Il y en a 4, ce qui reflète parfaitement la symétrie qu'on appelle tétragonale et qu'on trouve dans la glace 6. Bon, donc on peut utiliser les rayonnements synchrotrons, cette lumière, pour déterminer les structures. Et en plus, on voit qu'il y a une correspondance avec des choses qu'on peut voir avec une autre lumière, qui est la lumière visible. Quand on monte à plus haute pression, en fait, on trouve qu'il y en a plein de glaces. Il n'y en a pas que la glace 1H et la glace 6, il y en a jusqu'à 10 glaces. Et là, c'est ce qu'on appelle un diagramme de phase, c'est-à-dire
Ici, on a la pression, la température, et en fonction de la pression et de la température, on se trouve dans l'état liquide. À pression ambiante, qui est à peu près 0 dans cette échelle-là, si on descend la température, on rentre dans la glace 1, mais si on monte la pression, on peut passer par la 6, la 7, et si on joue à pression et température, on peut passer sur toutes ces glaces. Alors, comme on retrouve ces glaces dans les planètes, ou dans les satellites, là je vous montre un satellite de Jupiter, Ganymède, qui en fait les observations montrent qu'il y a beaucoup d'eau. Et cette eau, due aux conditions de pression et de température, qui sont très différentes de celles que nous avons sur la Terre, elle doit donner lieu à une structure en couche avec de la glace telle qu'on la connaît, AH, de la glace 6 ici en profondeur, parce qu'en fait on est à très basse température par rapport à la Terre, et des couches intermédiaires avec la glace 3 et la glace 5. Il y a plein d'autres planètes et d'autres satellites et certaines planètes où on pense qu'il y a de la glace, qu'il y a de l'eau, mais qui n'est pas, ce qu'il faut savoir, c'est que grâce aux études faites avec du Raymond synchrotron, on sait que ce n'est pas que de la glace en H, la glace comme celle qu'on connaît. Alors, pour finir, je voulais finir sur la glace, d'une autre glace qui existe dans notre planète, qui sont les hydrates de méthane. C'est une glace un peu particulière parce que c'est la glace qui brûle et qui est très peut-être pour notre futur, elle est très importante puisqu'on retrouve cette glace dans les sédiments océaniques, dans des profondeurs océaniques. Et en fait, c'est une glace où les molécules sont faites des cages qui ils sont attrapées à l'intérieur des molécules de méthane. Et ces glaces-là constituent les réserves les plus importantes de méthane de la planète, qui est bien plus important que tout le pétrole que nous sommes en train d'exploiter actuellement. Donc il y a encore beaucoup d'énergie disponible. Il faut encore pouvoir l'extraire correctement, et ça, il y a des compagnies qui travaillent. Mais vous voyez, on peut la produire aussi au laboratoire, et cette glace-là, vous approchez un briquet, elle va s'allumer parce qu'elle libère les méthanes. Donc c'est ces méthanes qui brûlent, mais qui fait fondre la glace en même temps. Donc vous voyez des gouttes d'eau qui tombent. On retrouve donc le feu et l'eau à la fois. Et cet hydrate de méthane aussi, on pense qu'il se retrouve dans d'autres satellites comme Titan ou Encelad, donc dans les systèmes solaires. Alors je voulais vous parler d'un deuxième billet, un deuxième voyage, que c'est le mystère de la couche des secondes de la Terre. Alors la couche des secondes, c'est la couche limitrophe avec les noyaux terrestres. Alors je reprends ici notre Terre. Donc elle va se trouver ici à des pressions très élevées, ici, cette couche de secondes, à des pressions autour de 140 gigapascales, entre le manteau inférieur et les noyaux externes. Alors déjà, je vous ai dit que l'échographie qu'on utilise pour voir l'intérieur de l'homme, c'est aussi peut-être une des meilleures sondes que nous avons pour explorer la Terre. Si vous avez un tremblement de terre ici, vous pouvez voir les sondes sismiques à côté, mais aussi de l'autre côté du planète. Ça prendra à peu près 20 minutes aux ondes sismiques de traverser la planète, que vous puissiez la mesurer de ce côté. Et l'information que vous allez pouvoir obtenir est très précieuse parce qu'elle va nous dire un petit peu quelle est la densité, et donc en reliant à d'autres données comme les mesures qu'on fait au laboratoire, comme celles des chondrites, on peut arriver à une idée de la composition de la Terre et de leur structure en couche. Et on voit par exemple que les ondes compressives, là vous avez les signaux qui mesurent un sismographe à différents points de la surface de la Terre. Bien sûr, plus on est loin, là vous avez une échelle en temps, plus les signaux arrivent plus tard. Mais vous voyez qu'il y a ici des zones où il y a une richesse importante des signaux, et des zones ici, par exemple, où on trouve pas grand-chose. Et la raison, par exemple, ici, dans ces cas-là, c'est que les ondes sismiques traversent un noyau qui, comme il est liquide, ne laisse pas passer toutes les formes d'ondes. Ça laisse passer les ondes compressives, mais pas ce qu'on appelle les ondes de cisaillement, qui ne peuvent pas se propager dans un liquide.
Et c'est comme ça qu'on a pu savoir qu'il existe un noyau liquide qui contient un noyau intérieur qui est solide, qu'on appelle la graine, et dont la composition est essentiellement du fer. Donc, la sismographie nous a permis de trouver ces différentes couches, et même ici vous voyez donc la vitesse de propagation du son, ici en fonction de la profondeur. La Terre elle a un peu plus de 6000 km de profondeur, et on voit qu'il y a des discontinuités dans la vitesse du son, soit des cisaillements, soit des compressions, quand on passe d'une couche à l'autre. Et là où c'est plus important, c'est quand on passe du manteau au noyau liquide. On voit la vitesse de compression chuter énormément et la vitesse des cisaillements disparaître, puisque ce sont des cisaillements qui ne peuvent pas se propager. Et la couche de seconde se trouve justement là, ici à environ 150 gigapascales. Alors quel est le mystère de cette couche? C'est qu'on peut faire une carte de la vitesse du son des ondes de cisaillement juste à cette profondeur. Donc là, vous voyez une représentation de la Terre, mais ces taches de couleur représentent des différences de vitesse, mais à la profondeur de 140 on est à 140 gigapascales, donc à la limite du noyau. Et on voit qu'il peut y avoir des différences de jusqu'à, là vous avez une échelle de 3% de différence des ondes sismiques selon où on se trouve. Et ça, les géologues, ils n'avaient aucune idée on pourrait faire certaines hypothèses, mais ils étaient loin de savoir quelle était la raison de ces anomalies, de cette non-homogénéité de la vitesse de propagation. Alors, voici une coupe de la Terre. Là, c'est les noyaux, et la couche de seconde, c'est une petite couche ici, où les hétérogénéités sismiques pourraient être expliquées par des hétérogénéités chimiques ou une transition de phase. Une transition de phase, c'est un changement des arrangements des atomes dans les molécules, comme on l'a vu dans la glace, dû à l'effet de la pression. Et c'est là où intervient le rayonnement synchrotron. Qu'est-ce qu'on a déjà? Bon, peut-être revenir parce que je l'ai indiqué ici. En fait, cette couche ici, on connaît quelle est la composition, on espère connaître d'après les modèles, puisqu'on n'est pas voyagé jusqu'à l'intérieur. C'est surtout de la perovskite. C'est un silicate de magnésium, avec d'autres. La composition peut être un peu riche, mais essentiellement ces silicates-là. Alors la perovskite, c'est un minéral, les titanates de calcium, ça c'est le minéral à perovskite, qui a une structure idéale dans les cas de cette composition, avec vous voyez ici un arrangement où on trouve ici les atomes de barium intercalés aux figures géométriques. Et les tétraèdres, là, les octaèdres, pardon, ces octaèdres ici, ces figures géométriques, ils vont, dans les cas de notre perovskite, un peu tiltés d'un côté dans l'autre. Mais donc, on appelle ça de toute façon une perovskite parce qu'elle est très semblable à la structure de ces minéraux. Donc, cette perovskite, on veut voir ce qui lui arrive sous pression. Donc, on va la mettre dans une cellule de diamant et on va faire une expérience. Donc, la recette ici pour percer les mystères de la couche de seconde, quels sont les éléments de cette recette? C'est d'abord avoir ce qu'on appelle un synchrotron de toute dernière génération, c'est les synchrotrons européens par exemple, quelques diamants à casser, parce que finalement on arrive à de telles pressions qu'on casse des diamants, c'est un peu cher, et une transition de phase. Et en fait, ce qui arrive à la perovskite, vous voyez les octaèdres parfaitement organisés, ils changent d'organisation en faisant des couches. Donc la couche, ça veut dire quoi? De l'anisotropie, c'est-à-dire que les choses ne sont pas pareilles dans une direction et dans l'autre. On isotrope quand tout est égal dans toutes les directions. Ici, on a des octaèdres tiltés, un peu penchés, mais en fait, vous regardez ça d'un côté et dans l'autre, c'est assez isotrope. Ici, ce n'est pas pareil quand vous êtes dans la direction entre les couches ou perpendiculairement. Donc c'est un matériau où la vitesse du son en particulier se propagera avec
différemment, avec une vitesse différente, le son se propagera avec une vitesse différente dans un sens et dans l'autre. Et c'est ça qui va expliquer les anomalies de la couche des secondes. Donc, ce changement de phase de la pérovskite vers la post-pérovskite, c'est ce qui explique cet alignement des couches et qui est en plus dû aux échanges thermiques des panaches chauds qui remontent, chauffés par les noyaux et qui redescendent du manteau. Il va aligner en certaines zones les lamelles de cette structure post-pérovskite et expliquer les anomalies du son. Alors, les anomalies donc sismiques. Donc cette découverte a permis d'avoir un nouveau regard sur les échanges entre les noyaux et les manteaux, et aussi même expliquer des variations décennales de quelques millisecondes en fait dans la durée du jour. En tout cas, il y a des hypothèses basées sur ça. Je vous montre juste une image pour que vous voyez que cette expérience simple, déjà, ça se fait sur une table optique avec tout un synchrotron qui fait presque 1 kilomètre de circonférence et qui amène les rayonnements synchrotron par ici, c'est le vert. La cellule enclume de diamant est là. Et on a besoin quand même de pas mal de techniques pour arriver à faire cette mesure. Alors, pour finir, sur les planètes, je voulais parler un petit peu des géants. Et les géants, donc, comme Jupiter, parce qu'ils ne sont pas du tout pareils comme la Terre. Alors, on sait que dans ces géants, il y a surtout de l'hydrogène et de l'hélium. L'hydrogène, c'est quand même le premier élément du tableau périodique. Et on peut se poser la question, qu'est-ce qu'on connaît sur l'hydrogène sous pression? Puisque dans Jupiter, il se trouvera sous pression. Alors, oui, c'est l'élément le plus simple, même le plus abondant de l'univers, parce qu'on le retrouve à l'intérieur de toutes les étoiles. Ça représenterait plus de 80% des atomes de l'univers. Et par contre, il représente encore un mystère, puisque se trouve dans la plupart de l'univers sur de très fortes pressions, et on ne sait pas grand-chose sur cet hydrogène. Et pour vous le montrer, bon, déjà vous dire que nous on sait que l'hydrogène, a priori, on peut le trouver dans l'état gazeux, c'est des molécules d'H2. Si on refroidit ou on se met un peu de pression, on va faire interagir ces molécules et on peut faire un cristal d'hydrogène. Un cristal qui est un solide moléculaire qui a une structure un peu compacte comme celle de beaucoup de métaux, mais qui n'est pas métallique. Et par contre, à très haute pression, tous les modèles nous disent qu'à un moment donné, la liaison entre les diatomes d'hydrogène va se casser, il y en aura un cristal atomique, un solide atomique sans molécules, avec des H, des protons qui seront liés avec une nuage d'électrons. Et que cette structure serait métallique. Et en plus, certaines prédictions, même supraconducteur à température ambiante. Alors, mais on ne l'a jamais vérifié. Ça fait plus de 50 ans qu'on enquête de cet hydrogène métallique, mais on n'a jamais atteint les pressions suffisantes pour le produire. On n'est peut-être pas loin. Je vous montre un diagramme de phase comme celui de l'eau, et vous voyez qu'il y a plein de pointillés, et même est-ce qu'on dit 1, 2, 3, 4, 5, 6, ici peut-être il y a 2 phases où on connaît la structure grâce au rayonnement synchrotron, mais le reste reste encore à déterminer. Donc il y a encore un grand mystère sur l'hydrogène. Vous voyez que les pressions sont très élevées aussi, on est pratiquement au centre de la Terre. Je vous montre un exemple d'étude de l'hydrogène sous pression. Il faut pour cela, dans les trous de la cellule enclume de diamant, vous voyez que quand on a des pressions, que les trous parfois n'est pas aussi joli que je le montrais tout à l'heure, parfois ils se déforment. Et là, vous trouvez un mélange d'hydrogène et l'hélium. L'hélium, ça va être un coussin qui pousse l'hydrogène. Ça, c'est un cristal, un monocristal d'hydrogène dans la cellule enclume de diamant. Le rubis est là. Il y a des gigapascals, à 14 gigapascals. Vous voyez que la lumière ne traverse pas l'hydrogène de la même façon, avec la pression, ni l'hélium par ailleurs, mais en fait, on ne l'a pas arrivé à métalliser. Par contre, on peut mesurer les distances entre les molécules et savoir comment la densité ou comme le volume de cet hydrogène évolue avec la pression et obtenir ce que les physiciens et les chimistes ils appellent une équation d'état. Donc ça, c'est des choses qu'on peut faire en rayonnement synchrotron. Alors, j'ai tracé ici, puisque je vous ai dit que les structures elle est en fait
hexagonales compactes, comme c'est beaucoup de métaux. Les rapports, et ça c'est un petit peu mon transparent pour un petit peu les plus experts, entre les paramètres C et A, qui vous voyez, peut-être je vais vous le montrer un peu plus ici, vous voyez qu'il s'éloigne de la valeur idéale avec la pression. Et cet éloignement de la valeur idéale, en fait, ça traduit l'importance des interactions quadrupolaires. Et ça, c'est toute une physique qu'on retrouve dans les études des systèmes moléculaires à très haute pression, où les interactions quadrupolaires ils prennent une grande importance. Et donc, même les systèmes les plus simples deviennent vite assez complexes. Alors, grâce aux études théoriques et expérimentaux, ça c'est une découpe de Jupiter. Et vous voyez que l'échelle de Jupiter, ici on a mis la Terre à côté, ce n'est pas la même que celle de la Terre. On retrouve de l'hydrogène gazeux, de l'hydrogène liquide à plus haute pression, et toute une région, on doit voir de l'hydrogène métallique. Et c'est cette phase métallique que c'est responsable, dans le cas de Jupiter, du champ magnétique très intense qu'on a retrouvé, qui permettrait des courants de convection très importants, qu'on ne retrouve pas, par exemple, dans Uranus, où on ne devrait pas voir de l'hydrogène métallique. Pour finir, et revenir un peu sur Terre, on descend donc, sur Terre, et même on va aller juste à l'intérieur de nos poches pour voir qu'en fait les hautes pressions, les conditions extrêmes de haute pression, c'est quelque chose qu'on trouve même dans nos poches. Et simplement à travers deux exemples. Un, c'est que vous avez des très hautes pressions dans vos téléphones portables, quelque chose que peut-être vous n'avez jamais imaginé. Vous avez une pression qui est 10 fois plus importante que celle des plus profondes des océans. Ça, dans chaque transistor, ces transistors qu'on appelle CMOS, on a créé des pressions très importantes. Comment? En mélangeant des atomes, normalement, vous savez, l'électronique est l'effet des silicium, mais en fait, on s'est aperçu que le silicium il est contraint à des pressions de 1 gigapascal, ça veut dire 10 000 atmosphères, et ça c'est 10 fois plus qu'au plus profond des fossés de Marianne. Donc, s'il est contraint, les électrons sont plus mobiles, donc ils vont aller plus vite et on peut faire une électronique plus rapide. Et donc, on a trouvé une stratégie, c'est qu'on met un peu de germanium avec le silicium, et comme le germanium est un atome un peu plus gros, ça va pousser, et en fait, cette partie ici de silicium va être comprimée. Et ça, c'est une partie, ce que vous voyez ici, c'est en fait un transistor. Avec la source, le drain et la porte. Donc, les portes de transistors sont sous des pressions énormes. Et vous pouvez aussi avoir les résultats des très hautes pressions, peut-être sur un doigt, plus souvent plus les femmes que les hommes, mais puisque les diamants, ils peuvent être maintenant produits synthétiquement, ils sont un peu moins chers, donc et on ne voit pas parfois la différence. Et la synthèse des diamants, en fait, ça date des années 54, et c'est encore une invention General Electric, on retourne à peu près à la même époque, et ça c'est un des prototypes utilisés pour l'élaboration des diamants, et ça c'est la première image qu'on a des diamants synthétiques, produits à des pressions d'autour de 5 gigapascal. Voici donc des diamants de différentes couleurs qu'on peut faire à haute pression et haute température. Et en fait, certaines observations semblent indiquer que certaines planètes pourraient être à dominante carbone, et dans ces cas-là, on pourrait trouver des diamants tout à l'intérieur de la planète, ou des diamants presque entièrement en diamant. Oh, ça fait rêver. Je ne sais pas si on arrivera un jour à les exploiter, mais bon, voilà, nos poches et les planètes peuvent aussi avoir beaucoup en commun. Donc, avec ça, je vous remercie de votre attention et je reste à votre disposition pour des questions.